Ça y est, on est en live. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonsoir. Ouais, bonsoir. C'est vrai qu'on a changé. À l'heure du soir. Ouais, c'est vrai. En plus, maintenant, il commence à faire nuit, tout ça. On est obligé de mettre de la lumière à droite, à gauche. Bientôt, on va être obligé de ressortir la grosse lumière qu'on utilise pour tourner les vidéos, pour nous éclairer. Ouais, alors, aujourd'hui, ce soir, on a prévu quoi au programme? On a prévu de parler, d'échanger avec vous sur le thème du jeu, la gamification, la ludopédagogie. C'est un programme, tout un programme. Ouais, tu m'étonnes que c'est un gros programme. Alors, pour ceux qui nous rejoignent et qui vont pouvoir participer avec nous, StreamYard propose de faire une petite action. Je vous mets dans le chat. Hop, le lien, vous cliquez dessus, vous dites oui, et normalement, après, on va pouvoir voir dans les commentaires votre prénom, votre nom. Voilà, donc pareil, je vais le mettre ici. Voilà, il suffit de cliquer et automatiquement vous autorisez. Ne vous inquiétez pas, il prend juste votre nom, votre prénom pour faire l'affichage qui est ici. Alors, si vous nous rejoignez, venez nous faire un petit coucou, nous dire salut. On aime bien savoir qui est là. Ouais, tout à fait. Et puis, d'où vous venez aussi, c'est toujours sympa de voir d'où viennent les gens. Oui. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous, on est sur Reims. Oui. Dans la Marne, le Champagne. C'est ça. C'est bien. C'est parti. Premier, pour introduire le sujet, je voulais souvent, la difficulté que l'on a, c'est de faire la différence entre jeu, gamification et ludopédagogie. Oui, c'est vrai. Toi, tu sais ce que c'est que la ludopédagogie ? Alors, je t'avoue que moi aussi, j'ai peut-être du mal à faire la différence entre les trois. Ah, d'accord, ok. Alors, la ludopédagogie, on va commencer par le truc le plus simple. C'est peut-être celui qui va pouvoir aider automatiquement. Salut Sam. Salut Sam. Ah, regardez, Sam, ce coup-ci, ça a marché. Regarde, Sam, ça marche. Yes. Donc, la ludopédagogie, ça englobe deux notions. C'est lié à la pédagogie, donc la pédagogie du jeu et la pédagogie des jeux. Et donc, il y a une différence entre les deux. Il y en a une où on va s'intéresser à l'étude qu'on va faire avec le jeu, donc amener l'apprenant à faire des activités, etc., en utilisant les mécanismes du jeu, et là, on verra d'autres éléments. Et puis après, la deuxième chose, c'est d'utiliser comme support pédagogique le jeu en lui-même, c'est-à-dire que le jeu devient la notion pédagogique qu'on est en train de transmettre. C'est clair ? Non, j'ai pas compris. Répétez la question. Ok. Imagine, tu as un Monopoly. Tu as un beau Monopoly, là, tu lances une partie avec tes copains et tes copines. Là-dedans, il n'y a rien en termes d'apprentissage, il n'y a rien si on s'amuse à regarder le jeu de l'extérieur d'un point de vue jeu en lui-même. Par contre, maintenant, tu dis à tes copains et tes copines, bon, il y a une partie des personnes qui vont jouer et les autres qui vont étudier comment vous apprenez à mettre en place des stratégies grâce au Monopoly. Des observateurs. Des observateurs. Du coup, tu vas utiliser deux notions en une seule. C'est-à-dire que ceux qui sont en train de jouer en Monopoly, tu leur as donné en fait une contrainte qui va être de chercher des stratégies. De chercher des stratégies. Puis de l'autre côté, tu vas amener les observateurs à identifier les stratégies. D'accord, ok. Donc du coup, tu as en deux coups de cuillère à peau, tu as couvert la notion de ludopédagogie. C'est-à-dire que d'un côté, tu étudies les mécanismes de pédagogie du jeu, lui-même, comment le jeu fonctionne, quelles stratégies les gens mettent en œuvre pour réussir. Et de l'autre, tu vas utiliser le jeu comme élément pédagogique, puisque là, tu vas apprendre aux gens, par exemple,
à observer Ok. ou à construire une stratégie. Ok. Attends, je vais pourquoi à chaque fois ça me fait ça? C'est normal, c'est parce qu'on perd le focus sur la page. Donc, du coup, je ne vois pas les... Voilà, c'est bon, c'est réglé, petit problème technique, c'est toujours difficile. Donc, du coup, est-ce que c'est plus clair pour le terme ludopédagogie? C'est bon. Ah oui. Et vous qui êtes en train de nous regarder, est-ce que c'est plus clair pour vous? Est-ce que l'exemple qu'on vous a donné vous a donné une explication potentielle de ce qu'on pourrait attendre? Donc, quand on parle de pédagogie, c'est bien l'apprentissage que l'on va faire, l'étude de l'apprentissage que l'on fait. Et là, pour le coup, ludopédagogie, c'est lié autour du jeu. Et la question, c'est pourquoi le jeu, en fait? Pourquoi est-ce qu'on devrait utiliser le jeu en formation? C'est vrai, franchement. Moi, personnellement, je trouve que ça peut être infantilisant d'utiliser des jeux. J'ai passé l'âge de jouer... Ouais, c'est parlant, merci Sam. Moi, j'ai passé l'âge de jouer, en fait. Hein. Comme ça peut être vu comme infantilisant, j'avais lu un livre sur ces techniques qui pouvaient paraître d'un point de vue extérieur. Le terme infantilisant a été utilisé par, comment elle s'appelle, Madame de Funès, qui a écrit un livre sur, justement, les philosophes. Le jeu fait mieux passer les informations. Oui. Et donc, j'étais en train de dire juste que le jeu avait une mauvaise réputation et donc avait tendance à rendre les gens infantiles, ou en tout cas amener une perception d'infantilisation. Mais dans la réalité, en fait, nous, dans le cadre de la formation, on ne fait pas des jeux pour faire du jeu comme les enfants pourraient faire dans la rue. Et encore, le meilleur apprentissage que font les enfants, c'est quand ils sont en train de jouer. T'as vu, je suis. Ouais, c'est super. Aujourd'hui, j'ai une fan juste à côté de moi pour faire ses explications incroyables. Voilà. Pourtant, elle est spécialiste aussi. Hein. C'est une spécialiste des jeux, etc. La notion même de jeu est intéressante de la voir au travers des enfants. Concrètement, quand ils jouent à, je sais pas moi, chat perché, Cola-Maya, ah non, ça c'est des vieux jeux, bon, la marelle, etc. En fait, il y a des notions pédagogiques derrière qui sont mises en place sans que l'enfant puisse s'en rendre compte. Et c'est vraiment intéressant parce que quand ils jouent aux gendarmes et aux voleurs, oui, il y a la notion de bien et de mal qui fait ouais, je vais être voleur, je vais être gendarme, etc. Mais je me souviens, pendant une période, ils jouaient aux gendarmes et aux gilets jaunes. Aux gendarmes et aux gilets jaunes, bah voilà. Ouais. Et le but, c'est de ne pas se faire attraper. Et donc, du coup, les enfants apprennent des stratégies d'évitement, apprennent à faire un ensemble d'activités pour ne pas se faire choper. Et inversement, ils apprennent à mettre en place des stratégies pour aller attraper les autres enfants. Donc, du coup, il y a un apprentissage qui s'effectue. Oui, il n'est pas académique. Oui, ils n'apprennent pas à faire 1 + 1 = 3, suivant le référentiel qu'on utilise. Et donc, du coup, forcément, ça peut paraître un peu étrange. Et donc, on ne voit que l'aspect ludique qui pourrait être derrière. C'est pour ça qu'en entreprise, le mot jeu, dès qu'on utilise en termes d'argument de vente, en disant le jeu est ma principale source pour faire l'apprentissage en formation, il y a des moments, le commanditaire, il dit non. Non, chez nous, on ne joue pas, donc vous êtes gentil, c'est pas... Voilà. Oh, j'ai appris ça à plus utiliser le mot jeu, mais à utiliser le mot atelier. Ouais, je fais plus de jeu, par contre, je fais plein d'ateliers. Ouais. Voilà. Et donc là, ça tourne bien. Et ça passe mieux. Si tu fais un atelier, donc tu n'es plus dans le cadre du jeu, mais par contre, tu vas faire ce qu'on appelle la gamification. La gamification est un élément super simple. Le terme peut paraître barbare, anglophone, c'est vrai, il est anglophone. Le tout, c'est de savoir que la gamification, c'est un acte un peu spécifique où on va utiliser les mécanismes du jeu pour amener à mener des activités motivantes pour les gens, à les amener à faire des actions qu'ils n'auraient pas fait habituellement sans cette gamification.
Et donc, du moins, le fait d'utiliser les éléments du jeu, parce que pour le coup, l'élément précis, c'est on crée un environnement où, en fait, on va retrouver les mécanismes du jeu pour faire l'action. Ça peut être les progressions, ça peut être le challenge, ça peut être, je sais pas, récolter des étoiles. J'avais vu une vidéo vraiment intéressante où même en marketing et en vente, ils utilisent cette technique. Où il y avait un nouveau produit qui sortait, je crois que c'était une paire de baskets hyper à la mode. Et puis dans le centre commercial, c'était un centre commercial à 3 étages. Là. Faire une simulation. Je regarderai. Vous savez faire une simulation, une formation. Samy veut me perdre. Samy veut ma mort. Il m'aime pas en fait. Non, alors, il faut savoir que moi, j'ai une particularité. C'est que je fais énormément de choses en formation. J'adore ça, j'adore apprendre plein de trucs. Par contre, tout ce qui est vocabulaire technique, c'est des trucs qui me gonflent, mais à un point. Et j'ai des difficultés, en fait, avec les mots de vocabulaire technique. Voilà, je l'avoue. Ça me gonfle, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la mise en œuvre. Comment je fais après, donc ça derrière. De toute façon, comme ils changent les noms tous les 5 ans, je me dis, ça sert à rien que je retienne. Il y a une nouvelle technique qui arrive régulièrement. C'est ça, alors que c'est un truc qu'on a déjà vu 5 ans auparavant, mais juste, ils lui donnent un nouveau nom et puis ils la remettent sur le devant de la scène, c'est tout. Donc, pour répondre à ça, voilà. Pour une simulation en direct, en live, sur une gamification de formation, une des techniques qu'on pourrait utiliser et qui est la plus, peut-être, c'est qui est la plus facile, si vous avez amené dans votre formation un petit paquet de bonbons, par exemple. Donc ici, on n'a pas de bonbons, mais... Comment on procède avec les élèves? Je vais expliquer le cadre dans le cadre des élèves. Donc dans notre cadre, imagine, tu es dans ta salle, tu as dans ton sac des petits objets peut-être commerciaux, type marketing, des stylos, des cahiers, les whoopies, là, les whoopies, les petits paquets de bonbons, etc. Et dans ton cadre, tu vas, par exemple, la simulation est pas mal dans Mac SST, d'accord. Merci Aurélien. C'est un autre mode de fonctionnement, la simulation. Donc là, on parle de gamification, de jeu et de ludopédagogie. La simulation n'est qu'une partie pour moi, c'est différent du jeu ou du cadre lié au jeu, en fait. Donc, pour reprendre mon exemple. Je suis d'accord. Alors, je reviendrai sur ce que tu as dit, Aurélien. Même si c'est tout aussi intéressant et si ça a tout autant sa place. Oui, c'est comme quand on dit on fait un jeu de rôle, mais en fait, il n'y a rien du jeu, en fait. Et donc, du coup, on ne fait pas réellement un jeu. Pour le coup, on fait une simulation. Et pour moi, ça a deux objectifs pédagogiques différents. Et donc, il faut bien faire attention sur l'un et sur l'autre. Le cadre du jeu, en fait, on va... donc, si je prends, par exemple, le cas où vous venez avec des bonbons ou des objets marketing, vous allez créer un climat de compétition, par exemple, et donc, vous allez... Je ne sais pas, par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu passer un exemple de flashcard, Et donc, là, pour moi, en fait, c'est un super bon moment de faire un jeu avec mes apprenants pour vérifier vérifier ce qu'ils ont retenu et acquis dans ce qu'ils ont vu dans la séquence. Ou dans les séquences, si c'est sur plusieurs jours, et on va leur faire construire un jeu de questions-réponses. Donc, la fameuse flashcard, c'est donner une question et puis derrière, donner une réponse. Facile, vous allez me dire. Mais oui, mais c'est eux qui vont le faire. Et dans le jeu, en fait, à chaque fois que les personnes ont écrit, vous pouvez faire disons, en 2 minutes, le plus grand nombre de questions et réponses générées par l'équipe. Vous vous mettez en groupe et puis vous faites un time. Celle qui gagne, vous lui donnez un ensemble de
de bonbons ou vos objets marketing. Et là, vous avez déjà utilisé... Oui, par exemple, Kahoot peut permettre de le faire en distanciel, mais vous pouvez le faire aussi en présentiel avec des cartes cartonnées, par exemple. Ou des post-it ou des feuilles de papier que vous découpez. Donc ça, c'est la première étape du jeu. Puis plus loin dans votre formation, vous reprenez toutes ces cartes et puis vous faites un sorte de Géopardy ou comment ça s'appelle le jeu avec les camemberts, il faut se déplacer. Un trivial poursuite avec les cartes. Tu vois que je sers à quelque chose. Ouais, c'est super. Et donc, ils viennent avec ces questions et réponses, vous les mélangez, etc. Ils tirent et ils doivent répondre. Et ils ont deux possibilités. Ils donnent une bonne réponse, ça leur fait un point. Ils donnent une mauvaise réponse, mais ils se rendent compte que la réponse qu'ils ont donnée est la bonne, mais que celle qui était notée sur la carte est fausse, n'est pas bonne. Ils vont expliquer pourquoi. Et ils gagnent 2 points. Et c'est l'équipe qui gagne le plus de points qui gagne, et donc qui récupère à nouveau les bonbons ou les objets marketing. Et ici, en fait, si on s'amuse à décortiquer, si on fait de la ludopédagogie, pour le coup, de l'analyse de la mécanique du jeu, on a utilisé toutes les règles de fonctionnement du jeu, et pour autant, elle avait un but pédagogique. Son but principal, donc on a un cadre qui a été défini avec un ensemble de règles. On a un espace de jeu qui est matérialisé par le fait qu'on a des espaces l'un et l'autre, en groupe par exemple. On a ce qu'on appelle des artefacts, donc des objets qui vont matérialiser l'objet, les différents éléments que constitue le jeu. Nous ici, c'était les flashcards, qui est aussi un élément du jeu. Si on s'amuse à reprendre les différents jeux, vous verrez, vous avez plein des pions, des pièces, etc. Là, c'est la même chose. Et puis après, vous avez sans doute mis un timer ou une motivation pour le faire. Et les gens vont le faire, ce jeu-là, ils vont le suivre sans forcément être soumis à la contrainte de le faire. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'invite les gens à faire l'exercice, mais ils ne contraignent pas à le faire. Et du coup, la plupart du temps, les gens viennent le faire plus facilement et ils rentrent dans cette activité et ils ont une meilleure motivation pour justement aller apprendre ces nouveaux concepts ou voire justement aller chercher à détruire les éléments des autres. Et donc, il y a une certaine motivation qui s'est créée. Et donc, c'est ça qu'on va aller chercher avec le jeu ou la mécanique du jeu plus que le jeu en lui-même. Alors, c'est pareil, tu vois, sur le côté mettre en compétition. Alors, je sais qu'il y a des formateurs qui n'aiment pas du tout ça. Créer, que ce soit en individuel ou en groupe, mais créer une compétition entre les personnes. Et alors, moi, en toute transparence, je le fais en fonction du groupe que j'ai aussi. Si c'est un groupe où je vois que les gens, ils sont déjà, sans faire de jeu, en compétition les uns contre les autres, clairement, je vais pas aller sur ce terrain-là, tu vois. Donc, tu vas peut-être changer ton jeu pour aller chercher de la collaboration. Voilà, c'est ça. Je vais voir les choses différemment, mais par contre, si je vois que c'est bonne ambiance et qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de truc sous-jacent qui va me péter au nez, et ben clairement, j'y vais. Et justement, ce côté compétition-là, quand c'est bien vécu, et ben c'est encore plus motivant, c'est encore plus rigolo, et c'est là où les gens ils se déchaînent, quoi. Il n'y a qu'à regarder les karaokés ou les trucs où il faut deviner qui est-ce qui chante, tu sais, les jeux dans les campings. Ah oui, ça marche bien, ça. Clairement, on est tous en compétition contre les autres, mais ça marche du tonnerre de Dieu parce que ça fait partie du jeu et parce qu'on a envie de se dépasser et qu'on a envie de faire mieux que la table d'à côté. Tu vois, c'est vraiment une partie intégrante du jeu, je trouve. Donc oui, la compétition. Après, il existe plein d'autres, si on reprend les exemples. Donc oui, je devais répondre à Aurélien sur la simulation. Pourquoi est-ce que pour moi, c'est pas le jeu du jeu, en fait, la simulation. On cherche à reproduire un comportement dans la simulation. C'est-à-dire si on revient sur les théories d'apprentissage, on est sur du behaviorisme. L'objectif, c'est de ramener la personne à réaliser
quoi, un bonbon livré par Amazon. Alors, on a une anecdote à te raconter là-dessus, Sam. Donc, pour moi, en fait, la simulation elle est sur le comportement qu'on cherche à reproduire. Donc, du coup, on est sur du behaviorisme de type de formation. Donc, la simulation cherche à reproduire un comportement qu'on veut obtenir, et c'est très bien pour le SST, puisque notre objectif dans le SST, c'est d'amener les gens à réagir à une situation qui pourrait être stressante, de le faire d'une façon plus automatique, entre guillemets, en faisant le geste qui sauve. Ok, pas de problème. Donc là, on est sur du comportemental. La simulation est la chose la plus parfaite. En plus, avec la simulation, on peut faire des erreurs et on peut corriger de suite. Donc, on va faire des essais-erreurs plusieurs fois. On rate le massage cardiaque, on pète 12 côtes, on fait couiner le truc comme pas possible. Boum, ok, on va changer la posture, on va remodifier, etc. Ok, ça marche. Alors que là, dans le cadre du jeu, peut-être que toi, dans ta formation à SST, tu vas peut-être mettre une activité qui va amener une motivation un peu différente, ou en changeant certaines règles ou en expliquant certaines règles, tu vas les obliger à faire une activité qui n'a rien à voir avec une modification de comportement. Ça peut être une vérification des gestes qui devraient être automatiques, ou une checklist de ce qui doit être vérifié pour s'assurer que la personne est en sécurité, par exemple. Ça, ça peut être mis en face. Et pour ceux qui font de la vente, du commerce, où ils font beaucoup de jeux de rôle, moi j'ai remarqué qu'en vente et en commerce, ou en relation client, on fait beaucoup de jeux de rôle pour automatiser, ancrer pareil des comportements et des réactions de comportement à des mots-clés, en fait. C'est-à-dire que quand on entend ces mots-clés-là, il faut réagir de telle façon, ou il faut dire telle chose, ou il faut observer ou poser telle question, en fait. Et donc, on cherche à faire activer, là pour le coup, si on regarde au niveau de notre cerveau, c'est d'activer les neurones miroirs pour que l'apprentissage se fasse. Et pour revenir à ce que tu disais, Sam, donc Sam nous demande, ça existe la gamification en formation par Zoom? Alors oui. Des bonbons livrés par Amazon en récompense. Alors, avec Nico, il y a à peu près 2 ans de ça, on avait construit une formation qui s'appelait Animer une classe virtuelle. Et donc, on formait nos collègues formateurs pour l'apprentissage de la classe virtuelle. Et donc, à la fin de cette formation-là, il y avait un examen, une mise en pratique où les gens devaient nous montrer une partie de leur formation. Et donc, avec un binôme qui travaille dans la même entreprise, on a reçu des petits cartons avec Nico, ne pas ouvrir, attention, machin. Attendre l'examen, machin. Donc, un carton pour Nico, un carton pour moi. Donc, nous voilà le jour de l'examen. Et donc, on joue, Nico et moi, les stagiaires. Et on avait eu, je crois que c'était un questionnaire auquel on avait bien répondu et où on avait bien suivi la formation. Donc, tout s'était bien passé. On a eu le droit d'ouvrir nos cartons. Et puis, il y avait plein de trucs dedans, en fait. Alors, on a eu plein de cadeaux. Tu vois, on a eu une tasse, on a eu un stylo, on a eu un paquet de popcorn. C'était génial. On avait un petit film à regarder à la fin. Donc, on avait le petit paquet de popcorn. Il y a eu une mise en situation pour le passage de l'examen. Ouais. Qui n'est pas facile d'un autre côté, parce que c'est moi qui joue généralement le méchant stagiaire apprenant, qui lui arrive toujours des trucs pas possibles, catastrophiques, etc. Mais en tant que formateur, je peux concevoir que c'est un peu compliqué d'envoyer des paquets de popcorn à tous ces participants. Et ça peut vite revenir cher. Ouais, tout à fait. Donc, nous, ce qu'on faisait avec Nico. Après, on peut avoir des attentions différentes à distance. Alors, par exemple, tu vois, à la pause, on mettait une petite musique d'attente. Et du coup, la personne qui gagnait le jeu avait le droit de choisir la musique d'attente. Pareil, pendant la pause, on demandait aux gens, par exemple, d'aller chercher un objet de couleur bleue, histoire de les obliger à se lever du fauteuil et à marcher dans leur logement. C'est important dans le cadre de la formation à distance. Ouais. Et du coup, la personne qui gagnait le jeu avait le droit de choisir quel type d'objet il fallait aller chercher le coup d'après. Donc, c'était pareil, des petites récompenses rigolotes. Du coup, les gens se prennent au jeu et ça marchait plutôt pas mal.
Voilà pour la parenthèse. Donc, on peut faire des activités à distance, on peut utiliser la gamification et pour vous faciliter la vie, il y a quand même le spécialiste. On peut pas passer à côté, qui est Monsieur Tiagi Miyarayasan. À chaque fois, j'y arrive pas. Hein. Le nom. C'est bien. Ouais, c'est très bien, c'est son petit nom. Donc, c'est un Américain, un hindou qui vit aux États-Unis. Du moins, ses origines sont hindouistes d'Inde et c'est un Américain. Et son dada à lui, c'est les jeux et l'usage de ces jeux et ce qu'on appelle les fameux jeux cadres Tiagi. Et le mot cadre est vraiment très important parce que c'est quelque chose qui définit une zone de travail avec un objectif et des moyens mis à disposition pour pouvoir les atteindre. Oui, alors c'est pas les cadres, les salariés, hein, parce que moi, la première fois que j'ai vu jeu cadre, j'ai cru que c'était spécial pour salariés. Des salariés cadres. Que des cadres, d'accord. Non, le mot cadre dit qu'en fait, l'activité en elle-même est cadrée avec un ensemble d'éléments. Mais voilà. Vous venez avec votre propre contenu et donc ça marche. Ça fonctionne pour vous aussi, quelle que soit la formation que vous réalisez en appliquant ces différentes activités. C'est juste que là, il a gamifié un ensemble d'activités nécessaires à la réalisation de la formation. Donc, il a identifié un catalogue en disant, tiens, pour dans ma formation, je cherche à atteindre un niveau d'analyse, par exemple, je voudrais apprendre aux gens à faire de l'analyse. Et il va dire, il faut plutôt faire ce jeu, et puis vous venez avec le contenu correspondant à un élément d'analyse que vous devez réaliser et vous exécutez, pour le coup, la recette qui vous est expliquée dans le jeu cadre. Ouais. D'ailleurs, je crois qu'on avait fait une vidéo sur un des jeux qui s'appelle le Carden. Oui, l'Acadène. Ou l'Acadène. Je vais vous mettre le lien, comme ça vous remémorera pour ceux qui l'avaient déjà vu. Hop. Alors, et ce qu'il y a de bien avec ce jeu-là, en fait, c'est qu'on peut le faire autant en présentiel qu'en distanciel. Il n'y a pas de souci. Et au contraire, ça se prête très, très bien au distanciel aussi. Oui, il a fait des livres spécifiques, il a fait des jeux spécifiques pour le truc. Et pour ceux qui veulent les livres en référence pour pouvoir aller les chercher, hop, je vais vous en mettre déjà un. Hop. Alors, je vous préviens, c'est quand même, on fait pas mal de liens d'affiliation. Oui. Mais on fait que des trucs d'affiliation liés à ce que nous, on utilise et qu'on trouve super. On les a à la maison, d'ailleurs, ces livres-là. Alors, concrètement, vous ne payez pas plus cher, c'est juste que nous, on est rémunéré à la commission. Donc, avec tous nos post-it. Pour montrer qu'on les utilise réellement et qu'à chaque animation que l'on fait, on va être pioché dedans. Alors, bien sûr, il en existe plein d'autres. Et comme il en existe plein d'autres, on va piocher aussi dans ces autres références, mais Tiagi reste quand même la référence à ne pas rater. Et même en soi, donc les livres sont super bien faits. Alors je vous montre, je vous fais une petite démo. Parce que vous avez vraiment tout le pas à pas en fait. Vous avez l'objectif de l'activité. Vous avez ce qu'il vous faut comme élément pour pouvoir créer l'activité, comment ça se présente, le temps qu'il faut pour faire l'activité. Et vraiment, il n'y a qu'à lire. Il n'y a qu'à lire et à s'exécuter. Il y a quand même un peu de préparation parce qu'il faut choisir les bons jeux. Oui, oui. Par rapport à ces objectifs pédagogiques, mais par contre, oui, il suffit de lire et puis de suivre le truc. Une fois que tu as bien défini ton objectif, tu regardes ce que tu peux mettre en face et une fois que tu as trouvé, c'est comme une recette de cuisine, quoi. Avec plaisir, Sam. Et ça marche pour du moins pour l'animation de classe virtuelle et le présentiel. Ouais. Pour l'e-learning, c'est un peu différent. On va utiliser des mécanismes plus proches du jeu vidéo. Ouais. Et des activités qui vont être plutôt solitaires pour le coup, parce que généralement, le e-learning, on ne le fait pas en groupe. On est tout seul devant son ordi. Donc, par contre, on va pouvoir utiliser la gamification pour embarquer notre apprenant et amener une motivation plus importante et donc d'éviter un taux d'échec trop important, donc on va diminuer ce taux d'échec. Et si vous faites en plus du blending, c'est-à-dire que vous créez des moments de rencontre avec vos apprenants, vous allez augmenter votre taux de réussite.
Et dans ce cadre-là, utilisez, quand vous faites la rencontre, des jeux différents pour pouvoir les amener à exprimer ce qu'ils ont retenu, par exemple. Ouais. Je crois qu'on avait fait aussi un truc sur le Jeopardy comme jeu pour montrer comment on pouvait valider. Nous allons aller sur notre chaîne YouTube aussi. Ouais. Donc on partage de temps en temps les jeux qu'on aime bien faire et qu'on utilise. Et puis on vous explique la mécanique aussi qu'on a mis en place et dans quel cas on les utilise. Et donc au final, je pense que on a répondu aux questions. Donc, la ludopédagogie, c'est la science de la pédagogie liée au jeu et l'usage du jeu en pédagogie. Le jeu en lui-même, ce n'est pas le jeu qui nous intéresse, mais bien le cadre dans lequel on va exécuter ce jeu. Pour ceux qui font Moi, ça m'arrive dans certaines formations un peu spécifiques d'utiliser des jeux où l'aspect pédagogique n'est pas le jeu en lui-même. Les gens ont vécu une expérience et ce qui m'intéresse en termes d'objectifs, c'est le débriefing que je vais réaliser avec mes apprenants sur comment ils ont vécu l'expérience. Et donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est l'expérience vécue, la façon dont ils expriment ce qu'ils ont vécu. Et donc, c'est ça mon objectif pédagogique premier, en fait. Et le jeu n'est là que pour amener les gens à faire mon objectif pédagogique. Donc, le jeu, un cadre qu'on peut reproduire pour des activités. Pour ceux qui n'aiment pas le mot jeu, utilisez atelier, ça marche. Utilisez atelier collaboratif et stratégique. On va faire des ateliers collaboratifs et stratégiques. On va faire des ateliers expérientiels. Voilà, on peut utiliser des mots différents. Et puis, après, concrètement, on n'a pas besoin d'exprimer non plus toute notre technicité à nos apprenants. Comme tu disais tout à l'heure, Céline, tout le monde n'est pas au fait des termes utilisés dans la formation. Dans le domaine de la formation, mais alors imaginez dans les autres secteurs, comment ils peuvent savoir que vous êtes en train de faire de la ludopédagogie, en fait. Alors, il ne faut pas forcément utiliser le terme un atelier gamification, peu importe, on s'en fout. Mais moi, ce que je trouve important de dire, de souligner et vraiment de mettre un gros point là-dessus, c'est que quand on fait un atelier sous forme de jeu, de vraiment dire l'objectif. Quel est l'objectif de cet atelier, de le partager aux personnes qui sont là, parce que vous le connaissez, mais les gens en face, peut-être pas, et du coup, ils vont peut-être pas comprendre ce que vous attendez d'eux et à quoi ça sert. Le but. Ok, je me suis bien marrée, mais par contre... ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé, comme j'ai 2 grosses activités, coaching et partie formation, et de temps en temps, mes coachés ont été en formation à l'extérieur. Ils reviennent, et en fait, quand je discute avec eux sur la façon dont la formation a été et comment ils vont l'exploiter, en fait, la seule chose qu'ils me disent, c'était génial. Ah bon, et c'était génial comment? On a fait plein d'activités, on a bien rigolé, on a fait plein de trucs. Et concrètement, en fait, c'est quoi que tu retiens de la formation? C'est le fait qu'on s'est bien amusé, en fait. Ouais, mais le contenu de la formation, ça, j'en sais rien. En fait. Qu'est-ce que ça va changer dans ta pratique? Ok, donc tu as été en formation, tu as passé 2 jours exceptionnels, tu t'es bien marré, mais concrètement, dans ton métier, ça ne va rien changer, en fait. Donc, du coup, résultat de la formation, oui, elle était géniale sur le moment, mais d'un point de vue objectif, de transposer des compétences à son métier, 0, en fait. Donc, du coup, j'étais obligé de refaire tout le travail qui aurait dû être fait essentiellement parce qu'il a manqué essentiellement les débriefings, expliquer les objectifs, qu'est-ce qu'on attend d'eux. C'est super important. Et donc, pour finir, voilà, la gamification, c'est le fait d'utiliser les mécanismes du jeu pour rendre une activité un peu plus sympa, ou plus motivante pour les gens. Et puis pour nous. Et puis pour nous, tout à fait, c'est quand même plus cool. Souvent, je dis, on va passer un bon moment ensemble, mais je vous promets que vous allez bien bosser aussi. Et qu'à la fin de la journée, vous allez être... les escape games, ça marche aussi. Hein. Là, pour le coup, on utilise bien les mécanismes du jeu, donc c'est bien de la gamification. Donc, si tu fais un escape game en SST spécial pour sauver les gens, ça peut être pas mal. Carrément. Je pense qu'à mon avis, ça doit être vraiment sympa.
le moment passé. Et à mon avis, ça doit te faire pas mal de pub après. On arrive au bout. On arrive au bout. Alors, comme d'hab, si vous avez aimé ce live, venez faire un like. C'est la reprise, c'est difficile. Venez liker, partager, n'hésitez pas. Inviter des personnes, si vous connaissez d'autres formateurs que ça pourrait intéresser. N'hésitez pas à les inviter dans le groupe. Ouais, en plus, on fait du réseautage de temps en temps. On essaye de, quand vous posez des questions, d'y répondre. Des fois, vous-même, vous avez des questions et des réponses à apporter, donc c'est super. Ouais. La semaine prochaine, on aura un horaire un peu spécial et on va pas... Merci Sam de like. La semaine prochaine, on a un invité. On fait le live à 18h15, pas dans le groupe pour le coup. Comme on a un invité, on va streamer beaucoup plus large. Donc, on va streamer sur notre page Facebook, notre page LinkedIn et sur notre chaîne YouTube. À 18h15, la semaine prochaine, et l'invité spécial, le guest star qu'on a, on a vraiment plaisir à l'avoir. C'est clair. C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Il vient d'outre-Atlantique, il vient du Québec. Il s'appelle Pascal Jette. Il est spécialisé dans le copywriting. Il va nous expliquer un peu plus son métier et aussi comment faire une bonne page de vente, ou en tout cas, qu'est-ce que c'est qu'une page de vente? Est-ce qu'on en a besoin ou pas? Donc, on va tourner ce moment avec lui plutôt autour d'une question-réponse. Et donc, on profiter de ce moment-là pour essayer de poser des questions sur son métier et ce que ça pourrait vous apporter en termes de visibilité, de moyens de vous démarquer et bien sûr de vendre. Alors, franchement, ne ratez pas ce rendez-vous-là parce qu'il est extraordinaire. Ouais, tout à fait. Rien que le personnage en lui-même, il est génial. Au-delà, en plus de ce qu'il a à dire. Voilà, on vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et puis à bientôt dans le groupe. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao.